Et comme ils sont conscients eux-mêmes qu'ils ont des difficultés à produire les cartes, ils ont eux-mêmes décidé de dire aux populations, on peut voter avec son depuis 2013 d'ailleurs, vous allez à votre bureau de vote, oui. Puisque de toute façon le bureau de vote est mentionné sur votre récépissé. Oui. Et vous votez avec votre carte nationale d'identité. D'ailleurs, vous pouvez même voter sans récépissé. C'est-à-dire, si vous savez où se trouve votre bureau de vote, vous y allez, votre nom est sur la liste, oui. Vous présentez juste votre carte d'identité et vous votez. Le vrai problème est plutôt ailleurs. Et ce qu'on a noté en 2018, c'est qu'il y avait des gens qui, bien qu'ayant leur carte de vote ou leur récépissé, n'arrivaient pas à voter, ne sont pas arrivés à voter parce que leur nom ne figurait pas. Précisément. Et là, on a décelé une anomalie que j'espère Elekam va corriger. Mais maintenant, ça peut aussi être dû à autre chose, les inscriptions multiples. Parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent à Nituku et ils s'inscrivent à Ndikinimiki. Bon, généralement, Elekam tient compte de la dernière inscription. Okay. Donc, si vous êtes inscrit à Nituku et vous allez à Ndikinimiki, vous vous inscrivez sans dire à Elekam que vous êtes déjà inscrit, Elekam, au moment du toilettage, ne retiendra que l'inscription de Ndikinimiki. Et vous pouvez, vous disant, bon, je m'étais d'abord inscrit à Nituku, bon, je me trouve à Nituku, je vais voter, et vous serez étonné de ne pas trouver votre nom sur la liste, parce qu'en réalité, votre nom sera sur la liste de Ndikinimiki. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il est clair qu'à la dernière élection présidentielle, Elekam a eu des anomalies d'ordre technique ou technologique qui ont fait que le système s'est détraqué, et que des milliers de gens, voire des millions, qui avaient leur carte d'électeur, n'ont pas trouvé leur nom sur la liste. Ils ne l'ont pas avoué comme tel. Ils se sont contentés de raconter aux gens que c'était une histoire d'inscription multiple, alors que moi, dans mes équipes, il y a plein de gens qui s'étaient inscrits pour la première fois et qui n'ont pas pu voter. Donc récemment, quand je suis allé à la rencontre du directeur général des élections, je n'ai pas manqué de lui dire qu'il fallait tout faire pour éviter qu'une telle anomalie se produise en 2020. Alors, anomalie et fraude. Vous avez dit dans la campagne, pas dans la campagne, mais dans le vote, il y a eu plein de fraudes. Et vous avez parlé de dispositions qui sont même légales, mais vous ne les avez pas citées lors de votre enseignement avec des populations de milliers. Écoutez, dans des rencontres comme celle-ci, et je pense même dans des interviews comme celle-ci, ce n'est pas l'article qui intéresse les gens. Oui. Tout le monde n'est pas juriste, tout le monde ne veut pas se remplir la tête des articles. Ce qui compte, c'est de savoir ce qui est dit. Parce que là, on est dans l'éducation publique. Alors ce qui est dit, c'est que chaque parti politique a la possibilité de mandater un représentant dans chaque bureau. Précisément. Et nous, à la présidentielle, nous l'avons fait. Est-ce que vous étiez vraiment partout? Parce que les gens sont pleins. Mais non, on a fait 21 000 mandats alors qu'il y avait 25 000 bureaux de vote. Et sur les 21 000 mandats, il y a environ 5 000 qui sont parvenus. Et les autres d'ailleurs, qui après ont commencé à faire du chantage. Donc au bout, on n'a eu que 13 000 PV. Ça, je l'ai dit en d'autres occasions. Mais vous savez, l'élection présidentielle est beaucoup plus compliquée parce que c'est circonscription unique. Oui. Alors que dans les élections locales, c'est beaucoup plus facile à faire. Une ville comme Nituku, nous nous trouvons, c'est 24 bureaux de vote. D'accord. Donc vous avez juste besoin ici à Nituku d'avoir 24 personnes. Oui. Mais 24 personnes sérieuses. Voilà. Formées. Oui. C'est pour ça que j'interpelle mes camarades à désigner assez tôt ces personnes pour que nous puissions les former et leur apprendre quelles sont les techniques de fraude qu'il y a dans les bureaux de vote. Parce que si vous allez dans un bureau de vote et que vous n'êtes pas édifié sur ces questions, on peut frauder devant vous sans que vous le voyez. Oui. D'accord. On entend beaucoup derrière les gens qui sont heureux de vous savoir ici à Nituku. Mais ce sont mes camarades, au contraire, c'est étonnant. Alors, on va entrer un peu dans la politique, un tout petit peu. Donc, le parti camerounais de la réconciliation. Pour la réconciliation. Alors, c'est difficile pour moi. Oui, pour la réconciliation nationale. On dit PCRN ou PACA. Oui. PCRN ou PACA. On sort parti national pour la réconciliation nationale. Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Quel en est le programme? De but en blanc. Aussi simple que ça. Nous avons un leitmotiv qui est connu. Le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Protéger les Camerounais, je vous le dis de but en blanc. Notre objectif est de faire en sorte de faire les réformes nécessaires pour que le citoyen se sente protégé. Parce que l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que le citoyen se sent un peu à l'abandon et c'est évident. Le citoyen se sent à l'abandon. Vous êtes agressé chez vous, vous appelez, la police ne vient pas. Vous tombez malade, il n'y a pas d'hôpital pour vous soigner. Vous vous plaignez devant un tribunal, il y a de fortes chances que les choses se passent comme... Il y a de fortes chances que les choses ne se passent pas comme ça. Donc,
C'est dû déjà. Il n'y a pas d'école parce que comme nous sommes rencontrés, je prends. C'est dû déjà à quelque chose de simple. Si l'État est en sous-effectif, l'État est incapable de protéger les citoyens. C'est déjà ça. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, le Cameroun est en sous-effectif dangereux. Sous-effectif dangereux. Si je vous explique un tout petit peu, de façon assez claire pour eux. Ben, je vais vous dire. C'est-à-dire qu'en temps normal, oui, le nombre, et ce sont les standards internationaux, le nombre de personnes qui exercent le service public, il doit représenter environ 10% de la population. Oui. C'est quand vous avez ce nombre que vous avez des policiers suffisants. Et ce n'est pas le cas au Cameroun? Ben, ce n'est pas le cas. Il y a des villes comme celle-ci où vous trouvez qu'il y a 2 policiers et 2 gens. C'est en ce moment que vous aurez suffisamment de médecins à mettre dans les hôpitaux. C'est en ce moment que vous aurez suffisamment d'enseignants à affecter dans les écoles. C'est en ce moment que vous aurez suffisamment de magistrats. Vous savez, la loi 2009, elle a prévu qu'il y ait un tribunal dans chaque arrondissement. Mais on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas suffisamment de magistrats. On en forme combien par an? Très peu. Donc, un des leviers, c'est l'épaississement des effectifs des agents publics. L'épaississement. Il en faut davantage. Il en faut davantage, surtout que nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup d'infirmiers qui se chôment. Donc ça résorberait le chômage. Ça, c'est, je parle toujours de la protection, mais en même temps, ça veut dire un État qui est reconfiguré, oui, qui fait en sorte que la gouvernance soit au plus proche des citoyens. Et c'est pour ça que nous parlons d'un État régional ou alors le fédéralisme des nations. C'est-à-dire que nous sommes de ceux qui pensent ou pensons qu'au moment d'accéder à l'indépendance, on n'a pas eu le temps d'écrire le contrat social. Enfin, on était beaucoup plus mûs par l'envie de nous libérer du colon qu'on n'a pas eu le temps de poser les bases d'un véritable État. Du coup, nous avons hérité d'un État blanc dirigé par les Noirs. On parle du néocolonialisme. C'est pour ça que je parle du retour, de la configuration totale du Cameroun, avec une réelle décentralisation, ce que nous on appelle le régionalisme ou le fédéralisme, oui, des nations, qui fait en sorte que l'État cesse d'être lointain, mais l'État est proche de nous. Proche de nous parce que nous avons des personnes que nous choisissons et qui nous dirigent. Ça veut dire que la décentralisation doit être réformée de telle sorte que notre maire, notre conseil municipal ici, ait les coudées franches, les compétences nécessaires pour résoudre nos problèmes. Pas que lorsque nous avons un problème, nous attendions qu'on écrive, qu'on appelle à Ndiki, que Ndiki appelle Bafia, que Bafia appelle Yaoundé, que Yaoundé appelle Etoudi. C'est la bureaucratie, ça fait, oui, partie des choses qui plombent le Cameroun. C'est pour ça qu'il faut réformer. Annuler le protocole en quelque sorte. C'est pour ça qu'il faut une justice, une vraie. Un pays où il n'y a pas de justice, on ne peut pas aller. Oui. C'est aussi un pays où il y a une réelle démocratie. Et puisque je suis face à un média, c'est un pays où il faut réformer la régulation. Mais c'est un pays où aussi il faut équiper les médias. Parce que les médias ont une fonction sociale de formation, oui, et d'éducation des masses. Et moi je dis, dans un pays où pour ouvrir une télévision, il faut payer 100 millions. Pour ouvrir une radio, il faut payer 50 millions. Et même, vous savez, il y a des choses qui passent souvent inaperçues. Les médias eux-mêmes, ça m'étonne, ils n'en parlent pas. Moi, j'ai lu la dernière loi qui a réformé l'audiovisuel au Cameroun, je l'appelle la loi Tiroma, qui a quand même institué une redevance annuelle de 4,5% du chiffre d'affaires des médias. C'est en vigueur au Cameroun, oui, et les médias se comportent comme si une chose aussi grave que celle-là n'existait pas. Je voudrais que vous expliquiez. Oui, mais ça veut dire qu'on est en train de demander aux médias de payer pratiquement 5% à l'État, en plus de tous les autres impôts, une redevance de pratiquement 5% de ce qu'ils font comme bénéfice. Un scandale. C'est dans la loi. Ouais. C'est dans la loi. Oui. Mais avec ce type de loi, comment aurez-vous un État démocratique avec des médias viables? Mais non. Alors qu'on travaille plutôt à équiper ces médias, financièrement, s'entend, pour qu'ils puissent travailler. Et nous, on avait proposé, d'ailleurs, j'avais dit quelque chose de très simple.
l'appui qu'on donne en monnaie de singe aux médias maintenant, il suffit d'annuler le Sénat, vous avez 12 milliards de bénéfices par an, vous en prenez la moitié, vous donnez aux médias. Donc selon vous, c'est un handicap parmi tant d'autres? Mais bien sûr, j'ai parlé de la justice tout à l'heure, il faut la réformer. Il faut réformer la magistrature. Je parle toujours de l'État qui protège. Il faut réformer la magistrature, il faut que le procureur soit élu. Parce que d'ailleurs, curieusement, l'État, c'est 3 pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Curieusement, l'exécutif, le président est élu, le législatif, les élus, les parlementaires sont élus, mais au judiciaire, il n'y a aucun élu. Pourtant, le pouvoir, si le pouvoir vient du peuple, et le procureur, il représente le peuple, il doit être élu par le peuple. Mais pas forcément, c'est des élections avec grands électeurs. On doit aller aujourd'hui vers un système où celui qui représente le peuple est choisi par le peuple pour mieux défendre ses intérêts. Et ça veut dire qu'il faut aussi réformer le Conseil supérieur de la magistrature. Il faut réformer même le métier d'avocat. Enfin, je ne veux pas m'étendre sur toutes ces choses-là. Mais ça fait partie, c'est des choses qui figureront d'ailleurs dans un ouvrage que nous allons publier récemment. Nous allons publier bientôt, prochainement. Et maintenant, parlons de la libération des énergies. Et bien voilà, nous sommes dans un état complètement inhibé, où il y a des talents énormes. Mais c'est inhibé parce que nous ne créons pas les conditions d'éclosion du talent. Créer les conditions d'éclosion du talent, ça veut dire accès au financement, ça veut dire accès à la propriété. C'est pour ça que je prenais le cas du titre foncier. Oui. Parce que c'est pour ça que je dis souvent, le problème au Cameroun, c'est que 70% du capital est un capital mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes riche, mais la richesse est inactive. Oui, vous l'avez expliqué au meeting. Peut-être pas avec les mêmes termes. C'est ce que je disais. J'ai pris l'exemple que j'aime le mieux prendre, c'est celui. Mais je pourrais prendre l'exemple du gars qui a un brevet d'invention. Je pose la question. Est-ce qu'après la réconciliation, il y a l'Ambazonie, il y a toutes ces crises, est-ce que votre nom va changer, le nom de votre parti va changer? Non, on ne peut pas le changer. Pourquoi? Parce que comme Dieu sait faire les choses, l'une des choses dont le Cameroun a le plus besoin aujourd'hui, c'est de se réconcilier. Comment? Et ce n'est pas seulement entre francophones et anglophones. Oui. Mais c'est que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de clivages. Oui. Beaucoup de clivages, des clivages ethniques. L'équilibre régional a fait des dégâts incroyables. Donc, à la vérité, les clivages générationnels, les vieux, les jeunes, les clivages linguistiques, francophones, anglophones. Donc, il y a aujourd'hui un réel travail de justice. Parce qu'en réalité, la réconciliation vient de la vérité et de la justice. Oui. Il y a un travail à faire là-dessus, reconstituer la vérité historique. Il y a des plaies qui restent béantes depuis la période précoloniale, depuis la période coloniale, depuis la période des guerres d'indépendance. Un exemple. Je pense que, quand vous écoutez les UPCistes, lorsqu'ils vous parlent souvent il y en a qui emploient le thème de génocide. Oui. Génocide Bassa, génocide Bambileke. Et il y a depuis ce temps-là des blessures qui restent. Et des blessures dont le maintien préjudicie malheureusement l'enseignement de l'histoire. Parce qu'on se retrouve malheureusement aujourd'hui dans un environnement où on occulte encore certaines parties de notre histoire, sur la vérité de notre histoire, juste parce qu'on a peur d'affronter la réalité des choses. Et pourtant, il faut le dire. Il faut s'inspirer de Mandela et de l'Afrique du Sud. Il faut pouvoir se dire des vérités. Cela n'enlève rien au fait que certaines figures ont fait l'histoire du Cameroun, en bien ou en mal, ce sont des figures historiques. Mais il faut bien à un moment pouvoir dire aux gens, écoutez, telle chose s'est passée, ce n'était pas bien. Reconnaissons-le, réparons autant qu'on peut réparer, demandons pardon si c'est nécessaire et repartons sur un même pied. Alors, vous estimez la réconciliation sur des décennies en fait? Non, on n'en a pas besoin. L'être humain a une capacité de réconciliation qui est très rapide. On l'a vu dans d'autres pays, on n'invente pas la roue. C'est juste la vérité. Vous êtes optimiste? Mais hyper optimiste. Le Cameroun a tout pour nous rendre optimistes. Vous avez parlé de l'UPC, mais je vais vous dire une chose, vous avez un point commun avec le secrétaire de l'UPC, Ruben Oumniobé, qui est parti, 58. Vous êtes assez humain, parce que nous l'avons découvert aujourd'hui à Tara Magazine. Vous n'aimez pas le protocole, vous êtes simple et vous dites les choses comme vous le ressentez. Nous espérons de tout cœur pour le Cameroun, pour sa direction, pour sa présidence. Vous avez tiqué de la tête quand on vous l'a dit, on espère.
que ce sera ainsi jusqu'à la fin, jusqu'à peut-être que vous y arriverez. C'est cela? J'y travaille en tout cas. Merci. Si je n'arrive pas moi-même, mes idées y arriveront. Merci beaucoup, Merci Monsieur Gabriel Libi. Merci. Nous avons été honorés. Ben écoutez, moi aussi. Merci à tous d'avoir suivi, vous l'avez compris. Le changement selon Cabral Libi est plus qu'indispensable. À bientôt sur Terra Magazine.